En Côte d'Ivoire et selon des ex-rebelles démobilisés, le président du groupe, Amadou Ouattara, et son porte-parole principal, Megbe Diomandé, sont aux arrêts à la gendarmerie de Bouaké depuis dimanche soir. Ils ont été convoqués à la gendarmerie de Bouaké, nous les avons accompagnés et à notre grande surprise, ils ont été mis aux arrêts, a rapporté un ex-combattant sous couvert d'anonymat. Le mouvement de dimanche, qui n'a duré que 2 heures avant d'être dispersé par la police, rassemblait des démobilisés qui réclamaient une prime de 18 millions de francs CFA par tête. Selon plusieurs autres ex-combattants démobilisés, les 2 leaders n'ont pas participé à la manifestation de dimanche. Amadou Ouattara et Megbe Diomandé n'étaient pas d'accord avec Aboudou Diakité, un autre leader du groupe qui a conduit les gens à bloquer le corridor. C'est Diakité qu'il faut arrêter et non Ouattara et Megbe, a déclaré un ex-rebelle démobilisé. De fait, Amadou Ouattara avait condamné l'action menée dimanche, récusant la violence. Pour rappel, en janvier puis en mai, la Côte d'Ivoire a connu des mutineries d'anciens rebelles devenus soldats dans l'armée qui ont fini par obtenir de l'État 12 millions de francs CFA par tête. Environ 6 000 anciens rebelles démobilisés ont eux aussi réclamé les mêmes primes sans succès. 4 d'entre eux avaient été tués en mai lors de l'intervention des forces de l'ordre pour disperser leur mouvement. D'anciens rebelles démobilisés ont bloqué ce dimanche matin l'entrée nord de Bouaké, la deuxième ville de Côte d'Ivoire, située dans le centre, avant d'être dispersés par la police à coups de grenades lacrymogènes. Ils réclamaient des primes, à l'instar d'autres anciens rebelles devenus soldats dans l'armée qui s'étaient mutinés mi-mai et avaient obtenu de l'argent de l'État. Il faut qu'on nous donne nos 18 millions de francs CFA, c'est pour ça que nous avons bloqué le corridor nord ce matin, a expliqué un représentant des ex-rebelles démobilisés, Aboudou Diakité, vice-président de la cellule 39. Nous allons continuer si on ne nous donne pas notre argent, a-t-il averti. Et le porte-parole national de la cellule 39, Amadou Ouattara, a désapprouvé l'action de ses camarades. L'acte que certains de nos camarades, dirigés par mon vice-président, ont posé ce matin est grave. Nous condamnons cette forme de revendication. Ce n'est pas avec la violence que nous allons obtenir quelque chose de nos gouvernants, a-t-il poursuivi. Le mouvement de quelques 6 000 démobilisés fin mai, qui réclamait 18 millions de francs CFA pour chacun, s'était soldé par la mort de 4 d'entre eux. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de violentes crises entre 2002 et 2011, le pays étant coupé en deux entre les rebelles des forces nouvelles occupant le nord et l'armée régulière qui avait la maîtrise du sud. Après la fin de la crise, certains rebelles avaient été intégrés dans l'armée tandis que d'autres se sont retrouvés démobilisés. Organiser les élections en République démocratique du Congo sans le Kasaï, ce serait priver de vote environ 10% de l'électorat. C'est en tout cas ce qu'a indiqué le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Il a déclaré avoir déjà enrôlé 33 millions d'électeurs sur les listes, mais il reste l'enrôlement de ceux du Kasaï central et les territoires de Kaminchi et Luilou dans le Lomami. Cette mise au point du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, intervient après les propos qui lui ont été attribués ce week-end, selon lesquels il n'est pas possible d'organiser les élections d'ici la fin de cette année, comme le prévoit l'accord de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, l'autre obstacle à l'organisation des élections est l'évaluation du processus électoral qui doit être faite selon l'accord avec le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord. Un calendrier électoral ne pourra être publié qu'après cette évaluation. Ouverte ce dimanche, la campagne va durer jusqu'au 28 juillet selon la Commission électorale nationale autonome Sénat chargée de superviser le scrutin. Une élection qui verra la participation d'un nombre record de 47 listes contre 24 en 2012. L'ex-président Abdoulaye Wade va à 91 ans conduire une liste de l'opposition. Nous, on commence notre campagne avec notre élément fétiche, le monument de l'Afrique, le grand maître Abdoulaye Wade. Il arrive, il sera accueilli, certainement par les politiques que nous sommes, mais par un peuple abusé, par une jeunesse désespérée, pour espérer, avec sa venue, pouvoir renouer avec l'espoir. Il fera la campagne selon ses moyens physiques. Et le plus important, c'était la dimension symbolique, avoir accepté d'occuper la posture de président et revenir être simple candidat. C'est une grande leçon à la jeunesse africaine et sénégalaise de surcroît.
Donc rien que sa présence nous satisfait déjà. Le reste sera fait par la vaillante jeunesse de la coalition pour des victoires futures. Une autre liste de l'opposition sera menée par le maire de Dakar, Khalifa Sall, emprisonné depuis mars pour détournement présumé de fonds publics. Khalifa Sall est un leader très courageux. Il est courageux. Il fait beaucoup sur le cas social. Khalifa Sall, toute la Médina, tout le Dakar sont derrière lui. L'enjeu de ces législatives pour le camp du pouvoir est de tester sa représentativité en vue de la présidentielle de 2019 en faisant valoir les réalisations du président Sall dans les domaines économiques, sociaux et des infrastructures notamment. L'opposition qui a échoué à s'unir pour présenter une liste formée de ses principaux chefs veut pour sa part gagner ces législatives pour imposer une cohabitation au président Sall. Et pour réduire le temps de vote à cause du nombre élevé de listes, l'Assemblée nationale a adopté jeudi dernier une modification de la disposition imposant à chaque électeur de prendre la totalité des bulletins de vote avant de se rendre à l'isoloir pour choisir celui qu'il déposera dans l'urne. Le nouveau test permet à l'électeur de prendre au minimum 5 bulletins de vote. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées lundi à Libreville pour soutenir le président gabonais Ali Bongo Ondimba qui a fait l'objet jeudi d'un reportage brossant un portrait peu flatteur de sa personne et rappelant sa réélection aux résultats controversés. On a suivi le magazine de la chaîne publique française France 2 qui a mis à mal le président. On a alors décidé de l'accueillir à l'aéroport de retour de Cuba pour lui montrer notre attachement, a déclaré Yann Chancel, président de Génération Ali Bongo Ondimba, l'une des organisations qui a appelé à la manifestation. Il a affirmé que pour la circonstance, son mouvement a mobilisé 5000 manifestants qui se sont rassemblés spontanément et volontairement. Pour les organisateurs, le reportage diffusé n'est rien d'autre qu'une cabale de plus contre le président gabonais. Sans avoir apporté d'éclairage inédit sur la situation du pays, le reportage revisite l'histoire de l'héritier d'Oma Bongo, pointant du doigt le train de vie luxueux d'Ali Bongo visé par l'affaire des biens mal acquis, l'obtention supposée frauduleuse de son baccalauréat avec l'appui de la France et sa réélection contestée suivie de violences post-électorales d'août 2016. Les manifestants se refusent de croire à un sujet objectivement traité et diffusé. Ils en appellent à plus de patriotisme, de solidarité et surtout de vigilance de la part des Gabonais. Dans ce centre de santé au Sénégal, ce sont parfois les patients eux-mêmes qui réapprovisionnent les étagères de la pharmacie. Une application en ligne permet de ramener les médicaments superflus et de cumuler des points qui leur permettent ensuite de se procurer les cachets dont ils ont besoin. Avant, j'avais beaucoup de problèmes pour acheter des médicaments. Mais maintenant, c'est plus facile pour moi de les acquérir. Ce projet pilote, appelé Joko Santé, a été créé en 2015 par un entrepreneur sénégalais. Le but, faciliter la collecte des médicaments et lutter contre le gaspillage. L'origine des produits rapportés est aussi contrôlée. Elle nous donne l'ordonnance, on va vérifier est-ce que c'est réellement une ordonnance qu'un médecin ou bien un infirmier a prescrit cette ordonnance et on vérifie la date de péremption et la conservation de ce médicament. Au Sénégal, plus de la moitié de la population n'a pas de couverture maladie. Certains sont parfois tentés d'acheter des médicaments moins chers mais à l'origine douteuse, qui sont non seulement inefficaces mais parfois aussi très dangereux. En Afrique subsaharienne, les experts estiment qu'un médicament sur 3 est contrefait. Ces faux médicaments-là sont la plupart du temps achetés par les couches les plus vulnérables de la population. C'est ce qui n'ont pas les moyens puisqu'ils sont vendus à des prix, disons, plus faibles. Maintenant, nous, en permettant à ces couches-là d'avoir un meilleur accès aux médicaments, nous allons certainement aider à lutter contre ces faux médicaments. Joko Santé propose aussi un système de parrainage qui permet aux grandes entreprises d'offrir des points en particulier. Depuis le début de l'année, il a notamment été mis en place dans un hôpital pour enfants près de Dakar. Selon
Selon le dernier bilan de l'ONU publié ce mardi, les affrontements sporadiques depuis 2 semaines entre groupes armés à Zemio, dans le sud-est de la Centrafrique, ont fait au moins 6 morts et des milliers de déplacés sur au moins 5 sites à Zemio. La force armée de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, présente à Zemio, a indiqué que des Peuls et des Anti-Balaka figurent parmi les groupes armés qui s'affrontent. Dans son rapport, l'organisation onusienne rappelle que le nombre total de personnes tuées pendant les attaques depuis le 28 juin dernier n'est pas encore disponible faute d'accès dans une ville où l'insécurité est quotidienne. L'OCHA indique également que ce dimanche, 28 humanitaires ont été relocalisés à Bangui en raison de rumeurs de nouvelles incursions de groupes armés dans la ville. Et son dernier bilan souligne également que la situation sécuritaire à Bria demeure préoccupante. Ceci depuis le déclenchement des hostilités entre groupes armés le 20 juin dernier avec de nouveaux affrontements le 5 juillet et des violences le 7 juillet à 10 km de Bria. L'église en cristal de Dieu à Owode-Onire, à quelques kilomètres de Lagos, où des vêtements ensanglantés, des tambours, des bibles et des livres de prière gisent encore sur le sol. Ici, 3 jours plus tôt, 4 fidèles ont été sauvagement assassinés alors qu'ils priaient. Les derniers d'une longue série de meurtres attribués à un gang baptisé Bado qui aurait tué 30 personnes depuis juin dans les faubourgs de l'est de la capitale économique du Nigeria. Ils ont attaqué les 2 femmes et 2 enfants, 2 garçons et 2 femmes, frappés à la tête. Les Bado en particulier font la une des journaux en raison de la fréquence de leurs attaques et de la violence avec laquelle les victimes sont exécutées. Après avoir attaqué quelqu'un avec leurs pierres, ils utilisent un mouchoir blanc pour absorber le sang et s'en vont. C'est ce que nous savons, c'est le symbole que les gens ont toujours connu. C'est ce qu'ils font. La peur et l'absence de confiance dans la police ont poussé les habitants à s'organiser pour surveiller eux-mêmes leur quartier. Chaque nuit, des feux sont allumés dans les rues entre 22h et 6h. Chaque fois que nous arrêtons des membres soupçonnés de Bado, nous les transférons à la police. La police ensuite les relâche et ils reviennent et provoquent davantage d'attaques. Les gens font maintenant la loi par eux-mêmes, la justice de la jungle. Si les gens les attrapent, ils les brûleront immédiatement. Selon la police, les vigiles improvisés ont tué au moins 10 suspects au cours du mois de juin, dont des innocents. Malgré la prévalence de l'islam et du christianisme au Nigeria, l'animisme, appelé Juju, reste répandu, surtout hors des grandes villes. Devant un hémicycle vide de tout élu hostile au chef de l'État, les députés de la majorité ont voté l'instauration de cette mesure d'exception qui renforce les pouvoirs de la police pour une période de 90 jours. Les députés du Parti uni pour le développement national, UPND de l'opposition, ont refusé d'assister au débat par solidarité avec leurs 48 collègues suspendus provisoirement pour avoir refusé d'assister à un discours du chef de l'État. Le président Edgar Lungu a invoqué la semaine dernière l'instauration de l'état d'urgence à l'issue de plusieurs incendies criminels dont il a attribué la paternité à l'opposition pour créer la terreur. Principale cible du chef de l'État, le Parti uni pour le développement national qui a nié ces allégations et l'a accusé de vouloir tuer la démocratie. Lors du débat devant le Parlement, le ministre de l'Intérieur, Stephen Kampiongo, a promis l'arrestation rapide des responsables de la vague d'incendie. Nous allons mettre un terme à tout ça. Si le rétablissement de la paix doit coûter des vies, tant pis, a-t-il clamé. Les tensions politiques qui pèsent depuis plusieurs mois dans le pays inquiètent vivement la société civile zambienne qui dénonce la dérive autoritaire du président Lungu.